Quand la masse d'acier surgit de la brume froide et s'avança sur les pavés de la place rouge, un silence presque irréel s'abattit sur les tribunes. Les attachés militaires occidentaux, pourtant aguerris aux démonstrations de puissance, sentirent quelque chose qu'ils n'avaient jamais ressenti lors d'un défilé. Un mélange de vertige et d'inquiétude. Ce qui avançait vers eux dépassait les cadres connus de l'ingénierie. Une machine longue de presque 10 mètres, haute comme une maison à 2 étages, un véritable organisme mécanique hérissé de 5 tourelles orientées dans toutes les directions. À chaque mètre parcouru, le sol vibrait comme si un titan oublié du monde antique venait d'être réveillé. Pour certains observateurs, ce n'était plus un char. C'était l'annonce visuelle d'une ambition militaire que personne en Europe n'avait imaginée. Le T-35 n'était pourtant pas né de l'orgueil ou d'un simple désir d'impressionner. Il était le produit brutal d'une époque où l'Union soviétique se débattait pour survivre. Au lendemain de la guerre civile, le pays ressemblait à un champ de ruines. Usines effondrées, famine dans plusieurs régions, armée réduite à un effectif modeste, matériel obsolète. Mais les dirigeants savaient qu'un nouvel affrontement avec des forces hostiles n'était pas une hypothèse lointaine. Il fallait une arme capable de transpercer des fortifications, d'écraser des contre-attaques, de symboliser une renaissance industrielle qui n'existait encore que sur les plans des ingénieurs. Le problème, immense, était que ces ingénieurs n'avaient presque aucune expérience réelle. L'Union soviétique ne possédait ni tradition blindée, ni archives de projets, ni même d'équipes spécialisées. Les premières machines naissaient dans un contexte d'apprentissage frénétique, où chaque erreur devenait un enseignement, et chaque progrès un pas arraché à la difficulté. Puis un événement improbable bouleversa ce paysage fragile. La coopération secrète entre Moscou et l'Allemagne de Weimar. Berlin, paralysé par les interdictions du traité de Versailles, cherchait un espace discret pour poursuivre ses recherches militaires. Moscou, avide de technologie, ouvrit une porte clandestine. En mars de l'année 30, une équipe dirigée par Eduard Groth arriva dans un bureau d'études soviétique soigneusement dissimulé. Les ingénieurs allemands apportaient avec eux une maîtrise technique précise, presque chirurgicale, tandis que leurs homologues soviétiques faisaient preuve d'une capacité d'apprentissage fulgurante. Ce laboratoire commun devint une forge intellectuelle où naissaient des concepts audacieux. En août de l'année 31, cette collaboration donna naissance au prototype TG1. La machine frappait par son armement jusque dans la démesure. Canon de 76 mm dans la proue, canon secondaire en tourelle, 5 mitrailleuses, blindage de 44 mm. Son moteur d'aviation M6 propulsait 25 tonnes d'acier à une vitesse qui paraissait incroyable pour le début de la décennie. Le prototype n'était pas destiné au combat, mais il révélait une vérité capitale. L'Union soviétique pouvait, en partant presque de zéro, concevoir des machines complexes capables de rivaliser avec les meilleures productions européennes. La commission d'évaluation, lucide, déclara le TG1 prototype expérimental, mais un prototype précieux, dont chaque solution technique servait de marche vers un projet bien plus ambitieux. Et lorsque, en août de l'année 33, les ingénieurs allemands quittèrent finalement le pays, ils ignoraient que les soviétiques avaient déjà assimilé l'essentiel. Une nouvelle mission avait été confiée. Concevoir un char de rupture de 35 tonnes doté de plusieurs tourelles. Ce qui allait naître dépassait de loin ce que les deux camps auraient imaginé. Un char qui, quelques années plus tard, ferait trembler des tribunes entières et pousserait les attachés militaires à réévaluer la puissance de l'Est. Un char dont le rugissement mécanique résonnerait comme l'annonce d'une ère nouvelle. Lorsque les planches à dessin s'emplirent des premiers croquis du futur char de rupture, les ingénieurs soviétiques comprirent qu'ils venaient d'entrer dans une phase où l'audace ne serait plus une option, mais une condition d'existence. Le projet exigeait une conception qui dépassait les pratiques de l'époque. 5 tourelles, une coque allongée, une mécanique interne densément agencée et un équilibre structurel presque acrobatique. L'objectif n'était plus d'expérimenter comme avec le TG1, mais de mettre au monde une machine apte à impressionner l'état-major tout en répondant à des exigences militaires inédites. Le premier prototype, achevé au début de l'année 32, reçut l'indication T-35-1.
Sa silhouette suscitait un mélange d'enthousiasme et d'inquiétude chez ceux qui l'observaient pour la première fois. La tourelle principale dominait la structure, tandis que 4 tourelles secondaires encadraient les coins du châssis. Les 2 avant recevaient un canon de 37 mm, les 2 arrières des mitrailleuses. L'ensemble donnait l'impression d'un engin conçu pour affronter plusieurs attaques simultanées, un concept qui paraissait presque visionnaire. Mais la réalité des essais fit rapidement retomber cette exaltation initiale. La transmission, héritée du prototype de Grotte, peinait à déplacer les dizaines de tonnes que représentait désormais la machine. Le moteur manquait de puissance, les organes mécaniques surchauffaient en quelques minutes, et la complexité générale rendait la coordination interne difficile même en conditions d'entraînement. Chaque test révélait un maillon faible supplémentaire. Les ingénieurs notaient, corrigeaient, démontraient, mais la machine résistait aux améliorations comme si elle défendait son propre chaos interne. La décision fut prise de concevoir une version entièrement révisée. Ainsi naquit le T-35-2, équipé cette fois d'un moteur M17 bien plus puissant et adapté à la masse croissante du projet. La tourelle principale fut standardisée avec celle du char moyen T-28 afin de simplifier la production. L'agencement interne fut repensé, les flux mécaniques redistribués, les supports renforcés. Lorsque le prototype révisé sortit de l'atelier, il dégageait une impression de cohésion que son prédécesseur n'avait jamais atteinte. Le 1er mai de l'année 33, ce nouveau modèle parcourut pour la première fois la place Rouge. Le bruit sourd de ses chenilles, amplifié par le sol pavé, résonna comme une marche rituelle destinée à affirmer la puissance technologique soviétique. Les spectateurs virent apparaître un engin massif, harmonieusement proportionné malgré ses 5 tourelles, avançant avec une assurance presque théâtrale. Les responsables politiques comprirent immédiatement que ce char possédait un potentiel symbolique considérable. L'ordre fut donné de lancer la production en série. Le chantier fut confié à l'usine de locomotives de Kharkov, dont les ouvriers prenaient la mesure de la tâche titanesque qui les attendait. Chaque T-35 nécessitait des milliers d'heures de travail minutieux, un ajustement presque artisanal de chaque plaque, chaque rivet, chaque roulement. Les premiers exemplaires sortirent de la chaîne de montage à la fin de l'année 33. Ils se distinguaient du prototype par une coque légèrement remaniée, l'absence de mitrailleuse frontale et des tourelles intermédiaires renforcées destinées à recevoir un canon de 45 mm. Mais les difficultés techniques n'avaient pas disparu pour autant. Le moteur M17, bien que robuste, produisait une chaleur difficile à évacuer dans l'espace confiné du compartiment arrière. Les radiateurs étaient poussés à leurs limites, et l'équipe d'ingénieurs passait des semaines à concevoir des conduits, des ouvertures, des circuits supplémentaires. Chaque amélioration semblait remédier à un problème tout en créant un autre. La machine était puissante mais exigeante, et ses organes mécaniques réclamaient un entretien constant. Les essais de longue distance révélèrent d'autres faiblesses. La boîte de vitesse supportait mal les variations de charge et s'usait à une vitesse alarmante. Les mécaniciens notaient que les chaînes cinématiques semblaient travailler contre elles-mêmes. Lors d'un test particulièrement difficile, un T-35 parcourut 2000 km, mais dut recevoir 3 moteurs successifs pour achever le trajet. La conclusion était implacable. L'engin était conceptuellement impressionnant, mais sa fiabilité demeurait fragile. Ces obstacles n'empêchèrent pourtant pas la production de se poursuivre. Chaque série intégrait des corrections, des ajustements, des compromis. Le char évoluait presque d'un exemplaire à l'autre, comme si les ingénieurs cherchaient encore la formule parfaite. En février de l'année 39, une version modernisée fut produite en petite quantité. Elle se distinguait par des tourelles coniques et un blindage renforcé qui augmentait considérablement la masse totale. Cette variante représentait la tentative soviétique de prolonger la vie d'un concept qui approchait déjà ses limites. Cependant, une autre évolution se profilait. De nouveaux blindés soviétiques, dotés d'une seule tourelle mais d'un blindage bien supérieur, étaient en train de redéfinir l'idée même du char lourd. Face à ces machines plus compactes, plus résistantes et plus faciles à produire, le T-35 paraissait soudain appartenir à une autre époque. Le 8 juin de cette même année, l'ordre officiel tomba, mettre fin à la production. En tout, 63 exemplaires avaient vu le jour, dont 2 prototypes.
Mais l'histoire du char ne se terminait pas dans les ateliers. Les pages les plus dramatiques de son existence restaient encore à écrire, sur des routes qu'il n'était pas conçu pour affronter et dans des conditions où la théorie allait céder brutalement la place à la réalité. Lorsque les premiers exemplaires de série atteignirent les unités d'instruction, les équipages découvrirent une machine dont la puissance théorique contrastait fortement avec les exigences concrètes de son utilisation. Le T-35 impressionnait par sa taille, son armement et son allure presque cérémonielle. Mais les soldats chargés de le manœuvrer comprirent immédiatement que dompter une telle construction nécessitait une discipline absolue et une endurance physique rarement demandée dans les autres unités blindées. Les premiers mois d'entraînement révélèrent un ensemble de contraintes auxquelles personne n'avait été réellement préparé. Le poste du mécanicien-conducteur se trouvait si exigu qu'un simple mouvement brusque pouvait gêner l'accès au levier. Les pédales exigeaient une force ininterrompue pour répondre correctement, et passer d'une vitesse à l'autre demandait une coordination ferme et précise, sous peine d'endommager des composants déjà fragiles. Ceux qui se portaient volontaires pour ce rôle savaient qu'ils s'engageaient dans une tâche où l'habileté ne suffisait pas. La résistance musculaire devenait un critère indispensable. À l'intérieur du char, l'organisation du travail reposait sur la synchronisation des 11 membres d'équipage. La tourelle principale accueillait le commandant, le tireur et le radio, qui devaient maintenir une communication constante tout en gérant l'armement principal et les changements de cible. Les tourelles latérales abritaient des équipes réduites, chacune spécialisée dans une mission bien définie. Toutefois, le vacarme des moteurs, le claquement des chenilles et les vibrations permanentes rendaient difficile toute communication claire. Les signaux visuels et les gestes répétés constituèrent rapidement une seconde langue, indispensable pour ne pas désorganiser l'ensemble de l'équipage en pleine manœuvre. Mais c'est lors des sorties d'entraînement que les limites pratiques du T-35 devinrent les plus flagrantes. Les ponts classiques, construits pour supporter des charges bien moindres, menaçaient de céder sous son poids. Les reconnaissances préalables devinrent obligatoires. Les équipages devaient identifier les zones de passage, éviter certains axes et calculer des itinéraires capables de supporter la masse de l'engin. Cette contrainte ralentissait considérablement les déplacements de l'unité, qui progressait en tenant compte de chaque point de rupture possible de l'infrastructure. Les marches prolongées représentaient un autre défi. Après une cinquantaine de kilomètres, les mécanos inspectaient systématiquement le système moteur, vérifiaient les fixations, retendaient les éléments soumis aux contraintes vibratoires et remplaçaient les pièces les plus sollicitées. Le moindre laxisme entraînait des pannes graves. Ainsi, il devenait presque impossible de mener des manœuvres rapides à longue distance. Le char était redoutable lors d'un assaut court, mais son endurance globale souffrait d'un manque de fiabilité chronique. Malgré ces difficultés, les unités dotées du T-35 jouaient un rôle important dans l'imaginaire militaire soviétique. Lors des défilés du 1er mai et du 7 novembre, les 5 tourelles alignées en mouvement donnaient l'illusion d'une force irrésistible. Les appareils photographiques des journalistes étrangers crépitaient dès que la silhouette massive apparaissait. Aux côtés de petits chars d'escorte, la comparaison renforçait encore l'impact visuel du géant. On percevait alors le T-35 comme un emblème de puissance et de modernité, même si sa réputation interne restait entachée par une liste d'avaries que les équipes de maintenance tentaient de réduire sans jamais totalement y parvenir. Les exercices de grande ampleur révélèrent d'autres aspects problématiques. Les unités d'infanterie chargées d'accompagner les chars avaient du mal à suivre leur rythme, tandis que l'artillerie de soutien peinait à se repositionner à temps pour offrir une couverture efficace. Les manœuvres exigeaient une coordination inter-armes difficile à maintenir, ce qui réduisait considérablement l'impact tactique que le T-35 aurait pu offrir dans une action combinée. Lorsque les structures militaires se réorganisèrent à la fin de la décennie, le T-35 fut transféré à plusieurs reprises entre différentes formations. Ce mouvement incessant compliqua encore davantage la préparation des équipages. Chaque réaffectation impliquait de nouveaux commandants, de nouveaux mécaniciens, de nouvelles routines. L'absence de stabilité empêchait la création d'une expertise profonde, pourtant indispensable pour maîtriser une machine aussi particulière. À mesure que la situation internationale se tendait, le char connut finalement une mutation symbolique. Initialement conçu comme un instrument de percée,
il devint peu à peu un outil à forte valeur démonstrative. Les ingénieurs continuaient d'améliorer certains composants, mais l'arrivée de nouveaux modèles, plus compacts, au blindage supérieur et à la fiabilité accrue, commençait à reléguer le T-35 au second plan stratégique. Pourtant, dans les dépôts comme dans les régiments, les soldats savaient que, malgré ses défauts, le monstre à 5 tourelles n'était pas destiné à rester un vestige. Sa véritable épreuve approchait, une épreuve qui déciderait de son rôle dans le chaos à venir. Et lorsque le printemps de l'année 41 fit apparaître des signes croissants de tension, les équipages se retrouvèrent confrontés à une réalité qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le T-35, longtemps cantonné aux parades et aux exercices, allait enfin être appelé à accomplir ce pourquoi il avait été conçu. Affronter un adversaire déterminé dans des conditions où aucune marge d'erreur ne serait permise. Lorsque la frontière occidentale s'embrasa au petit matin, les équipages du T-35 se trouvaient déjà près de leur machine, conscients que les manœuvres répétées pendant des années ne ressembleraient en rien à ce qui les attendait. Les ordres de déploiement arrivèrent par vagues successives, chaque message accentuant un sentiment d'urgence qui ne laissait plus place aux hésitations. Les moteurs furent mis en marche l'un après l'autre, projetant dans l'air une odeur d'essence chaude mêlée à celle du métal encore froid. Les chenilles commencèrent à mordre la terre humide, inaugurant une marche dont personne ne pouvait prédire l'issue. Dès les premiers kilomètres, les difficultés s'accumulèrent. Les routes secondaires, trop étroites pour accueillir des engins aussi volumineux, obligeaient les colonnes à avancer en fil unique. Les fossés, les déclivités et les zones boisées ralentissaient constamment la progression. Dans l'habitacle, la chaleur montait rapidement, transformant chaque tourelle en enclave étouffante où les hommes tentaient de rester concentrés malgré la fatigue croissante. La coordination entre les équipages des différents chars nécessitait une vigilance permanente. Un simple arrêt prolongé d'un véhicule modifiait l'équilibre de la colonne entière. Alors que les unités légères prenaient de l'avance, les T-35, eux, subissaient des contraintes mécaniques que même les mécaniciens les plus expérimentés redoutaient. Chaque changement de vitesse devenait un défi. Chaque montée sollicitait la transmission comme si elle était sur le point de céder. Les vibrations trop fortes faisaient parfois sauter des connexions électriques nécessaires au fonctionnement des radios. Même lorsque tout semblait fonctionner correctement, une alerte pouvait surgir sans prévenir, forçant l'équipage à descendre pour une inspection rapide. Ces arrêts, pourtant indispensables, ralentissaient encore le rythme. Peu à peu, des signes plus alarmants apparurent. Certains chars commencèrent à produire un grondement inhabituel dans la zone arrière. Les chefs de bord savaient ce que cela signifiait. La friction interne atteignait un seuil critique. Quelques minutes plus tard, les premières pannes sérieuses survinrent. Un T-35 se retrouva incapable d'engager la seconde vitesse. Un autre, plus en avant, perdit son système de refroidissement, provoquant une montée brutale de température qui obligea l'équipage à couper le moteur. Ces machines immobilisées devenaient des points d'obstacle sur la route, forçant les autres à contourner, parfois même à dévier du tracé initial. Pour les équipages, chaque panne représentait un choix cruel. Fallait-il tenter une réparation sommaire au bord de la route, sous la menace du temps, ou abandonner la machine pour rejoindre les lignes amies? Les ordres étaient clairs. L'avancée ne devait pas s'interrompre. Les chars immobilisés furent vidés de leurs munitions, de leurs armes portatives et de tout matériel récupérable avant d'être laissés sur place. Ces abandons successifs créaient une atmosphère étrange, comme si la marche se transformait en une longue procession ponctuée de silhouettes massives abandonnées au silence. Plus loin, certains équipages eurent à affronter un autre type de situation. Les informations faisant état de mouvements ennemis rapides firent craindre une percée. Lorsque des unités blindées adverses furent signalées, plusieurs T-35 reçurent l'ordre de se préparer à engager le combat. Les commandants évaluèrent les angles de tir possibles, vérifièrent l'état de leurs tourelles et présentèrent des axes de feu en prévision d'un choc imminent. Malgré les fatigues accumulées, un regain de tension parcourut les véhicules. Le moment tant redouté, celui pour lequel le char avait été conçu, semblait enfin approcher. Mais les conditions du terrain rendaient toute action cohérente extrêmement difficile.
Les bosquets, les reliefs irréguliers et les zones marécageuses réduisaient considérablement la mobilité. Les équipages tentaient de repositionner leurs machines lorsque les tirs adverses commencèrent à s'abattre dans la vallée. Les premiers éclats frappèrent les flancs d'un char posté en retrait, sans le percer mais en provoquant une onde de choc qui désorienta les hommes à l'intérieur. La riposte ne tarda pas. Les canons de 45 mm ouvrirent le feu, tandis que la tourelle principale cherchait à atteindre une cible mouvante aperçue entre deux silhouettes d'arbres. Un échange intense s'engagea. Les impacts faisaient trembler les châssis. Les mitrailleuses latérales balayèrent les zones suspectes. Dans certains chars, la pression mécanique devint insoutenable. Un moteur s'emballa brusquement, un embrayage se volatilisa dans un nuage de fumée épaisse. Un T-35 réussit à avancer davantage, malgré une tourelle secondaire partiellement bloquée. Il tira plusieurs salves avant que son mécanisme interne ne cède à son tour. Plus en avant, un de ses chars parvint à soutenir un groupe d'unités amies en difficulté. Ces tirs à cadence soutenue ralentirent suffisamment l'adversaire pour permettre un repli partiel. L'équipage, conscient de l'importance de son intervention, maintint la pression jusqu'à l'épuisement de ses munitions. Quand son moteur finit par s'éteindre sous l'effet d'une panne irréversible, l'ordre de quitter la machine fut donné. Les hommes sortirent, chacun portant ce qu'il pouvait avant de rejoindre les lignes soviétiques à pied, laissant derrière eux une carcasse fumante. Cette scène se répéta, avec des variations tragiques, dans plusieurs secteurs. Les T-35, malgré leur puissance de feu, se heurtaient systématiquement aux mêmes obstacles. Usure prématurée, manque d'entretien possible, absence totale de véhicules capables d'assurer leur évacuation. Les effectifs diminuaient à mesure que la journée avançait, jusqu'à ce que seuls quelques chars encore fonctionnels demeurent capables de se mouvoir. Et lorsque la nuit retomba, les survivants parmi les équipages comprirent que l'engin qui avait émerveillé les foules n'avait jamais été conçu pour le rythme implacable d'un conflit aussi mobile. L'ennemi avançait vite, trop vite, et les masses d'acier laissées sur les routes témoignaient d'un déséquilibre fatal entre ambition et réalité. La suite n'offrirait aucun répit. Les dernières machines encore opérationnelles allaient devoir affronter un autre type d'épreuve, plus imprévisible que la bataille elle-même. À mesure que les combats se déplaçaient toujours plus à l'est, les derniers T-35, encore en état de rouler, se retrouvèrent dispersés dans un territoire où la confusion, la vitesse des offensives adverses et la rareté des moyens logistiques bouleversaient les plans les mieux établis. Les équipages survivants, souvent réaffectés d'une unité à l'autre, découvraient que leurs chars, déjà difficiles à manœuvrer en conditions normales, devenaient presque impossibles à employer dans un contexte où chaque heure modifiait la configuration des lignes. Les équipes techniques, réduites à improviser des réparations sommaires, travaillaient parfois à même le sol, éclairées seulement par des lampes vacillantes. Les pièces détachées manquaient cruellement, et plusieurs chars reçurent des systèmes de fortune assemblés à partir de composants d'autres véhicules. Ces réparations improvisées offraient quelques kilomètres supplémentaires, rarement davantage. Pourtant, chaque heure gagnée signifiait le maintien d'une position, la protection d'une route ou l'appui ponctuel à une formation voisine. Ceux qui servaient dans les tourelles décrivaient une atmosphère singulière, faite de tensions continues et de vigilance presque animale. Les membres d'équipage savaient qu'un ordre de mouvement pouvait tomber à n'importe quel moment et que la machine répondrait avec lenteur. Les contrôles internes nécessitaient une attention permanente. Le moindre signal de surchauffe obligeait à interrompre une progression, même dans les situations où la pression extérieure devenait insoutenable. Cependant, la détermination restait intacte. Chacun comprenait que sa mission ne consistait plus à représenter la force d'un État, mais à retarder l'avancée ennemie, quel qu'en soit le coût matériel. Dans certaines zones, les routes encombrées rendaient tout déplacement particulièrement périlleux. Les T-35 encore actifs choisissaient parfois des itinéraires secondaires pour éviter les embouteillages d'unités en repli. Cela les conduisait dans des villages évacués, des champs labourés ou des ravins abrupts où la stabilité même de leur châssis était mise à l'épreuve. À plusieurs reprises, les équipages durent descendre pour dégager des obstacles bloquant la progression, tout en sachant pertinemment que chaque minute passée à l'extérieur exposait la machine à un risque accru. Lorsque les combats approchèrent de zones fortifiées,
Les derniers T-35 furent regroupés pour apporter un appui ponctuel à des unités défensives. On leur assigna des positions statiques qu'ils transformèrent en bastions, capables de contrôler de larges arcs de tir grâce à la multiplication des tourelles. Utilisé en position fixe, le char révélait un potentiel inattendu. Il couvrait simultanément des angles que d'autres blindés ne pouvaient traiter qu'en pivotant. Certains équipages parvinrent ainsi à tenir plusieurs heures face à des assauts répétés, utilisant chaque munition de manière calculée. Mais cette efficacité ne pouvait masquer les faiblesses fondamentales de la machine. Une fois qu'un T-35 révélait sa position, la riposte ennemie devenait implacable. Incapable de se déplacer rapidement, il se retrouvait exposé à des tirs croisés ou à des manœuvres de contournement. Plusieurs chars furent ainsi neutralisés, non par la destruction totale de leur blindage, mais par l'endommagement de composants essentiels qui les réduisaient au silence en quelques secondes. Les équipages, conscients de la fragilité du système, abandonnaient parfois leur poste lorsque les circuits internes cessaient de répondre. Certains T-35, pourtant, résistèrent plus longtemps que prévu. L'un d'eux servit dans une unité académique réorganisée à la hâte, envoyée pour soutenir les défenseurs d'une grande ville de l'Ouest. Le char fut positionné derrière un bâtiment administratif dont les murs offraient une protection contre les éclats. Sa tourelle principale engagea plusieurs véhicules adverses, tandis que les tourelles latérales balayaient des axes secondaires. L'équipe parvint à dissuader une percée locale, donnant aux défenseurs suffisamment de temps pour consolider une ligne intérieure. Pourtant, malgré cette action efficace, le destin du char était déjà scellé. Une panne interne, survenue après des heures de tension ininterrompue, priva l'équipage de tout mouvement. Le commandant ordonna l'évacuation immédiate. Les hommes quittèrent le véhicule en silence, conscients qu'ils laissaient derrière eux un fragment de l'ingéniosité soviétique dont la silhouette massive disparaîtrait bientôt sous les décombres des combats. D'autres machines eurent une fin moins dramatique, mais tout aussi significative. Un exemplaire capturé fut transféré dans un centre d'essai étranger où des techniciens analysèrent pendant des semaines l'organisation interne, les systèmes d'armement et la configuration mécanique. Chaque découverte alimentait leurs réflexions sur les limites de la conception à tourelles multiples. Le T-35 devenait alors une source d'enseignement, utile non pour ce qu'il avait accompli sur le champ de bataille, mais pour ce qu'il révélait des ambitions militaires du pays qu'il avait conçu. Lorsque l'automne acheva de redessiner les lignes de front, il ne restait plus aucun T-35 opérationnel dans les unités combattantes. Les routes, les plaines et les villages conservaient encore leur silhouette figée, parfois renversée, parfois calcinée. Ces carcasses témoignaient d'un projet qui avait voulu repousser les limites de son époque, mais qui s'était heurté à une réalité que nul ingénieur ne pouvait alors contourner. La guerre moderne exigeait la mobilité et la robustesse avant l'intimidation visuelle. Et si la silhouette du T-35 disparut peu à peu des cartes militaires, son empreinte resta vivante dans les mémoires de ceux qui l'avaient servi. Pour eux, ce char n'était ni un échec, ni un simple prototype ambitieux. Il incarnait une tentative courageuse de créer l'impossible, un défi lancé à la mécanique autant qu'à la logique stratégique. Une machine qui, malgré ses limites, avait marqué son époque d'une manière que ses concepteurs eux-mêmes n'avaient peut-être pas anticipée. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions en commentaire. Votre soutien permet de donner vie à de nouveaux récits consacrés aux machines qui ont façonné l'histoire.